bonjour à tous mes condisciples de la classe Éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Mon constat ». Eh oui, l'insertion sociale peut être une solution efficace pour les ressortissants des pays limitrophes de la Côte d'Ivoire. Après chaque action de lutte contre l'insalubrité, et lorsqu'il nous est donné de voir les conditions de délabrement dans lesquelles vivent certaines personnes, en l'occurrence les ressortissants des pays limitrophes, nous comprenons pourquoi nos hôpitaux sont en partie bondés de malades. Le local de Port-Boué, le marché d'Abobo en disent long sur ce sujet. Certaines conditions de vie conviennent mieux au bétail qu'aux êtres humains. Et nous pensons qu'il incombe à l'État de Côte d'Ivoire d'assainir les parcelles en ruine réquisitionnées du territoire ivoirien par ceux qui y mènent une vie de cafard quand on sait que ceux-là même ont le monopole du secteur de l'économie informelle. Ainsi, ils sont ni imposables, ne payent pas de loyer digne de ce nom, habitent, comme nous l'avions dit plus haut, dans des trous à rats et clairent leur taudis, détournant les fils électriques. En fait, ils ne sont dans aucune dynamique de développement du pays qui les accueille. Leurs gains sont expédiés dans leur pays d'origine où ils sont loin d'être des nécessités. Après réquisition de tous les terrains urbains qu'ils occupent illégalement, il faudrait les reloger dans des logements de moyen standing afin de les impliquer de façon optimale à l'éclosion du développement du pays. Cela passe aussi par un adressage des logements. Le système égoïste que les ressortissants des pays voisins ont imposé à la Côte d'Ivoire n'a que trop duré. Rendez-les imposables, s'il vous plaît. Beaucoup reste à faire, il est vrai, mais nous pensons que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie et mérite d'être encouragée pour la salubrité, car tout le monde y gagne. Les rats, les moustiques, vecteurs de maladies circulent, peu importe le statut social. Merci et à bientôt. Vraiment merci encore une fois de plus à Mère Blanc. Et ce sujet qu'elle évoque est un sujet très utile. Voyez-vous, quand on est étranger dans un pays, on doit être capable de respecter les lois de ce pays. Même si on n'aime pas ce pays, mais que ce pays vous permet de gagner votre pain et d'avoir une vie digne, il faut quand même donner un minimum à ce pays-là. Mais pour les habitants de l'AES, qui débarquent en Côte d'Ivoire avec toute leur haine, s'ils ne deviennent pas des braqueurs, ils rentrent dans tous les secteurs d'activité pour essayer de se faire le maximum d'argent, mais ils ne payent pas d'impôts. Et en plus de cela, ils font semblant de vivre de façon misérable quand ils ne sont pas des mendiants assermentés, flânant le long des rues, avec des enfants qui vous harcèlent. Tout un système bien mis en place. Tout ce décor humiliant pour l'être humain du 21e siècle, c'est fait à dessein, c'est fait exprès pour se foutre de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Parce qu'en la réalité, entre eux là-bas, j'ai appris qu'ils se moquent des Ivoiriens en disant que les Ivoiriens sont des lâches. Il suffit d'aller, tu te cherches un pistolet, 2 pistolets, tu les effraies, tu prends tout leur argent d'une année. Et puis tu es venu. Et quand ils vont chez eux, ils sont comme des rois indiens, des pachas. Mais pour les rares parmi eux, qui ne sont pas dans le braquage, qui ne sont pas dans la vie des mendiants, qui décident de faire, en tout cas officiellement pour ce que nous voyons, un métier respectable, ils sont les plus réfractaires à payer les impôts. Et donc, dans tous les sens, eux, ils ne voient la Côte d'Ivoire que comme une proie où ils peuvent venir se servir et puis partir. Alors qu'il est très difficile pour un Ivoirien de s'en sortir dans leurs différents pays. Et donc, la lutte contre l'insalubrité, c'est aussi l'insalubrité morale, mais aussi l'insalubrité interne. Quand à l'intérieur de toi, tu es animé de mauvaises intentions,
La mauvaise intention ne peut être que de la saleté à l'intérieur de soi. À un certain moment, quand on ne peut plus supporter tout ça, on y met un frein. Et c'est ce temps-là qui est arrivé. Et bizarrement, aujourd'hui, on dit que c'est le président Ouattara qui est en train de combattre les étrangers. Lui qui devrait vendre la Côte d'Ivoire aux étrangers, c'est lui qui combat les étrangers aujourd'hui. Et donc, le président Ouattara ne cessera jamais de nous surprendre parce que il a dévié tous les pronostics. Parce qu'il demande que les étrangers puissent avoir une place respectable en Côte d'Ivoire, puissent respecter l'Ivoirien et puissent se respecter eux-mêmes. Quelqu'un qui vit dans un WC public, c'est là-bas il travaille, c'est là-bas il dort à côté. Allez-y voir comment cette personne peut vivre à l'intérieur d'elle-même. Tout ça pour ne pas contribuer à l'économie du pays. Il ne va pas louer maison. WC public là, il va mettre Nat devant pour dormir là-bas. Parce que l'Ivoirien ne mérite pas que lui, l'étranger, lui donne son loyer. Il y a trop de choses. La générosité et l'hospitalité sont une très bonne chose. Mais quand ta générosité sera perçue comme le symbole même de ton idiotie, si toi-même tu ne changes pas, tu finiras par te détruire parce que le bien que tu fais te détruira. Et c'est ce que Mère Blanc évoquait. Et c'est tellement bien dit que ça doit nous réveiller. On n'est pas contre les Maliens, on n'est pas contre les Burkinabés. Mais on est contre le fait qu'aujourd'hui, ces peuples-là se montrent plus que très ingrats vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, se montrent récalcitrants. Et aujourd'hui, leur souhait, c'est de vaincre la Côte d'Ivoire. Et celui avec qui j'ai eu à débattre hier, il y a le modérateur qui a posé une question. Et l'individu qui ne maîtrise absolument rien, c'est pas parce que tu es au Mali que tu connais l'histoire du Mali. La question était la suivante. Pourquoi Soundiata Keïta est-il parti habiter à Niani? Et le soi-disant malien répond que c'est là-bas que son papa est né et donc il est retourné sur la terre de son papa, dans le village où son papa est né, pour vivre là-bas. Et ça, c'était en Guinée actuelle. Je vous ai déjà expliqué ça ici. Niani, quand tu arrives à Kankan, tu demandes la rivière Sankarani, le côté gauche là, c'est là-bas. Il dit, si Soundiata Keïta est revenu vivre là-bas, à Niani, c'est parce que c'est là que son père était né. Ça, c'est lui sa réponse. Mais ce que l'individu oublie, quand je donne ma réponse, les gens intelligents étaient là, ils étaient présents. Parce que tu peux être né dans le village, mais est-ce que moi je suis obligé d'aller dans le village de mon papa? Si je gagne pas mon bonheur là-bas, que c'est aux États-Unis que je gagne mon bonheur. C'est même pas village, hein, même pays même je quitte. Donc c'était la réponse la plus bête. Mais c'est ce que des vantards d'ignorants leur disent avec leur Coran ou bien leur fable qu'on leur raconte que Soundiata a déterré un baba, tout ça là. C'est dans ces sornettes là qu'on leur raconte ça. Et quand moi j'ai évoqué la vérité, en tout cas selon moi, c'est simple pourtant. Quand vous regardez l'empire du Mandé, parce que hier j'ai eu à bien spécifier, l'empire du Mali n'a jamais existé. Mais l'empire du Mandé qui a existé. Et c'est par abus de langage qu'on appelle l'empire du Mali. C'est par abus de langage. Mais il faut enlever ça clairement vite dans les têtes. C'est l'empire du Mandé qui a existé. L'empire du Mali n'a jamais existé. J'ai aussi expliqué la signification du mot Mali hier. Le mot Mali, j'ai dit au moment où, dans l'empire du Mali, les gens faisaient le commerce de l'or, du sel et autres, et des esclaves avec les Arabes, qu'on appelait les Almourabitoun, ce qu'on appelle en français. J'oublie un peu le nom quand ça va me revenir. Les Almoravides. Depuis l'époque
de l'empire du Mali, ces personnes qui étaient un peu plus en haut, dans ce que vous connaissez aujourd'hui comme l'Algérie, les trucs là, et puis il y a le désert entre eux là, ils faisaient du commerce d'esclaves, de l'or et tout. Et pour ceux qui comprennent un peu l'arabe, on appelle l'argent mal. Et donc, dans le processus des langues humaines, il y a ce qu'on appelle l'emprunt. Ça veut dire quand deux langues, toi tu parles une langue arabe, moi je parle une langue extérieure à l'arabe, quand deux cultures se rencontrent, ils peuvent communiquer, ces deux personnes peuvent communiquer. Ça peut être des communications par signes, mais souvent ça peut être des communications même où vous créez une autre forme de communication. Et donc, les Arabes qui sentaient en cette zone où ils font de l'argent, disent mal. Et par déformation, les gens vont dire Mali. Voilà toute la réalité qui est là. Mais enlevez de vos têtes le fait que les gens disent l'empire du Mali n'a jamais existé. Mais l'empire du Mandé a bel et bien existé. Partant du Sénégal, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry, et la Côte d'Ivoire, une partie de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et une partie sud de la Mauritanie actuelle. Et le Mali là même était à l'intérieur de ça. Et l'individu est tellement idiot, il veut forcément nous dire que c'est ce noyau-là. Je lui dis, bon, c'est lui-même qui dit que le Mali actuel là représentait 40% de l'empire du Mandé. Je dis, mais depuis quand tu as vu 40% être plus grand que 60%? C'est toi-même qui donnes les chiffres. Et il dit que lui, il a une licence en mathématiques. Il dit, mais c'est quand même assez drôle que quelqu'un qui a une licence en mathématiques, qui se dit statisticien, vienne nous dire que 40% est plus grand que 60%. J'ai dit, mais qu'à cela ne tienne, il faut être vraiment détenteur d'un diplôme de licence des universités du Mali pour pouvoir dire des telles idioties. Et l'individu n'était vraiment pas au point, il n'avait pas vraiment les arguments. Et donc, pour revenir au sujet que nous étions en train de dire, je me trompe un peu, j'ai même oublié le sujet dont on parlait, le premier. S'il y a quelqu'un qui peut me rappeler la base, le premier sujet que j'étais en train d'évoquer. Parce que j'ai tourné un peu pour donner quelques détails sur d'autres sujets. Non, je ne parlais pas du sujet de ça. Je parlais du Mali. Il y avait un premier point. J'avais dit fait la différence entre le Mali et l'empire du Mali. Mais bien avant ça, il y a une idée que j'étais en train de développer. Peut-être quand ça va me revenir plus tard, je vais m'en souvenir. Et là aussi, dans les propos, il y a un qui est venu. Oui, je parlais de l'origine du Mali. Donc, il y a plusieurs choses que je développais à la fois. J'ai un peu oublié. Bon, la question du modérateur, c'est cette question-là que je voulais. Le modérateur avait posé la question. Voilà, pourquoi? Voilà, c'était ça la question. Pourquoi Sundiata allait habiter à Niani? Et lui, il a répondu que c'est parce que son père était né, c'était son village. Mais la réalité est tout autre. La réalité était la suivante. Le peuple du Sahel, quand vous regardez cette zone-là, est frappée d'abord par une insécurité en eau. Et c'est cette insécurité qui a fait qu'ils ont fait agrandir l'empire pour aller jusqu'au vers le Sénégal et vers la zone atlantique. Et donc, la zone de Sankarani, aujourd'hui, il y a une rivière, Sankarani, c'est une rivière qui ne tarissait jamais, quelles que soient les saisons. Donc, c'était une garantie en source d'eau. Voilà toute la raison qui était là. Même aujourd'hui,
est-ce que les gens de l'AES ne vous disent pas que leur plus gros problème, c'est l'eau? Ils ont besoin d'un accès à la mer ou à l'eau. Et donc, ce n'est pas un problème qui est nouveau. Depuis l'époque des Sundiata, ils avaient le même problème. Et quand tu expliques ça simplement, tout le monde comprend. Il n'y a pas de mystère. Mais après, j'ai vu qu'on avait affaire à quelqu'un qui voulait des débats de grains, qui était dans des détails vraiment d'enfantillage. Quand je lui ai dit que le déclin de l'Empire s'est fait avec Kankou Moussa, il dit, mais tu mens, c'est faux, c'est faux. Je lui ai dit, mais tu penses que le déclin d'un empire, c'est comme la mort d'un homme qui se passe en 1 minute? Qu'on le veuille ou pas, là, quand tu regardes l'Occident aujourd'hui, l'Occident est en phase de déclin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de nouvelles technologies pour aller de l'avant. Et quand tu restes dans la conservation, ce n'est que pour un temps. Tu es dans une phase de maintien, mais tu n'es plus dans une phase d'évolution. Mère Blanc est là. Demandez-lui de la révolution industrielle pour en arriver aux années des Lumières. Jusqu'à arriver aujourd'hui, les Occidentaux ont fait des progrès remarquables. Mais par contre, subitement, vous remarquez que même la politique française, à l'intérieur comme à l'extérieur, est défaillante aujourd'hui. L'Occident lui-même ne produit plus rien. Ils sont dans une phase de maintien de leur système. Et ça, ce sont des signes qui annoncent déjà le déclin d'un système. Mais dans le cas de l'Empire du Mandé, ce qui aura été l'un des premiers éléments déclencheurs, parce que quand on est dans un débat, on n'arrive pas à donner tout. On te donne 5 minutes, mais ce que tu peux développer en 30 minutes, si tu dois faire en 5 minutes, tu ne donnes pas tout, parce que tu ne peux pas, le temps ne te le permet pas. Et donc quand j'ai dit ça rapidement, oh tu mens, c'est comme ça. Il dit, hey, ok, c'est compris. On a compris pour toi là. Tu penses qu'on est dans un grain et que c'est les légendes là. Moi, je ne raconte pas des légendes. Ce que je raconte, c'est des choses qu'on peut vérifier, voir. Il dit, c'est en quelle année Kankou Moussa est allé à la Mecque? Quand il allait à la Mecque, là, tu as connu l'histoire, là. Quand il est revenu, là, il était confronté à quel problème? Il avait dilapidé tous les biens de l'État. Un État est basé sur 3 fonctions essentielles. L'argent, si vous voulez, ce qu'on peut appeler le pouvoir économique, les lois et le militaire. Quelle que soit la forme de gouvernance que vous avez sur un territoire là, si cet État manque de l'un, c'est fini, cet État ne peut plus exister. Ah, on a les lois, on a les militaires, mais on n'a pas d'argent. Tu vas faire comment pour payer les militaires? Non, on a la loi et puis l'argent, mais on n'a pas de militaires. Mais tout le monde va toujours t'attaquer. Non, on a l'argent, on a la loi, mais on n'a pas de militaires. On a l'argent, on a les militaires, mais on n'a pas de loi. On appelle ça une zone de non-droit. Et donc, fondamentalement, que vous appelez aujourd'hui pays, État, empire ou tout ce que vous voulez, ces 3 fonctions-là, c'est ce qui maintient l'État. L'économique, l'argent, les lois et le militaire. Or, il se trouve que pour maintenir les militaires, il faut pouvoir avoir de l'économie. Et ce sont les militaires qui, à travers la loi, vont renforcer la loi. Donc, en réalité, une fois que tu n'as plus l'aspect économique, tu perds les 2 autres. Or, comme je vous le dis, l'Empire avait été étendu. L'Empire était devenu vaste, mais était confronté à des problèmes d'argent. Forcément, ça va donner des idées à d'autres de faire des rébellions pour se reprendre en charge ou bien pour se dissocier, puisque l'État central même, le gouverneur central, est devenu faible économiquement. Et c'est ça qui sera la phase qui va déclencher progressivement la chute de l'Empire du Mandé, et d'autres rois qui vont venir ne vont plus pouvoir connaître cette prospérité économique-là, et ça va contribuer à la déchéance même, au déclin de l'État, de l'Empire qui était là. Ce sont des choses simples, mais qu'on explique avec beaucoup de sérieux. Malheureusement, on s'est retrouvé avec quelqu'un qui avait un esprit enfantin et qui racontait des sornettes ou bien des fables qu'ils entendent avec des chansonniers de Kora, alors qu'on voulait des choses assez sérieuses. Et donc, un peu, voilà ce qui s'est passé là-bas hier. Et après, on en a mangé un peu du gore, 2 ou 3. Et après, ils ont tout fait pour couper le direct.
On allait chez un de nos frères qui s'appelle Kaiser. Et là-bas, on a bouffé un gore. Et puis après, moi, je me suis retiré. Voilà un peu comment les choses se sont passées hier.